Bonjour et bonsoir où que vous soyez. Les cabinets de curiosités, ces meubles et ces lieux où les collectionneurs accumulent leur étrange trésor reviennent à la mode. Amateurs éclairés, passionnés de l'insolite, perfectionnistes en quête de l'objet impossible, ils sont tous dans des plus ultra sommaires. Pour les amateurs d'objets inédits, le salon du collectionneur, c'est du pain béni. Les allergiques aux minimalistes se soignent dans les cabinets de curiosités. À Paris, le silence est une denrée rare, mais pas forcément inaccessible. Le salon du collectionneur est un lieu d'exception, une caverne d'Ali Baba version grand luxe. Vous n'y trouverez peut-être pas de pins, mais des os de dinosaures, des hélices d'avions, des porte-bouquets ou encore des montres. C'est rare et cher, cher au cœur de ces collectionneurs, pas comme les autres visites. Comme une arche de Noé, la nef abrite les plus beaux spécimens de chaque espèce, tableaux, bijoux, mobilier, livres anciens. Aux fortunés et chanceux collectionneurs, galeries et antiquaires proposent ce qu'ils ont de meilleur. C'est la 4e édition. On a voulu continuer dans cet esprit de collection, de spécialité, de diversité et de passion. Donc je pense qu'on y est arrivé avec les 100 exposants, avec la Fondation de la Haute Horlogerie, avec les dinosaures, avec la collection de porte-bouquets, avec aussi l'hommage que nous rendons à Dina Verny. On est arrivé à cette diversité. Cette biennale couvre toutes les époques. Il y a du neuf au pays du vieux. On se met désormais à collectionner les dinosaures. C'est moi qui ai organisé en effet cet ensemble de fossiles et de grands minéraux, de curiosités minéralogiques. Mais en effet, c'est plusieurs collectionneurs, c'est pas ma collection personnelle, mais c'est plusieurs collectionneurs français et européens, voire américains, qui m'ont prêté donc ces pièces pour le salon du collectionneur au niveau de la nef du Grand Palais. Tout est vrai. Dinosaures, vieux fossiles, antiquité. Les mots qui vous cantonnaient jadis dans la vieillesse vous ouvrent aujourd'hui les portes du luxe. La passion du monde minéral me vient de l'enfance. Tout petit déjà, j'étais fasciné par les pierres. À travers les études que j'ai faites et des voyages avec mon père, ça a guidé mon goût pour ces expéditions autour du monde. J'ai travaillé à Studio Magazine, j'ai fait des recherches et j'ai collectionné toutes ces choses rares qui sont des expériences excitantes. Ceci est un quartz fumé. À mon avis, il s'agit là d'un des 10 plus beaux spécimens au monde. Parce que quand vous considérez l'ensemble de sa couleur, de sa chaleur, de sa structure, cela est une pièce exceptionnelle et très rare, et je l'adore. Voici maintenant une autre pièce extrêmement rare. Tout à fait exceptionnelle. Je l'ai découverte au fond d'une réserve dans l'état de San Catarina. C'est très difficile de trouver une pièce aussi grande qui n'est pas cassée. Les dinos n'ont pas fait de vieux os, mais les porte-bouquets sont coquets avec cette collection de 130 pièces. Alors ici, nous avons une série de porte-bouquets, 4 porte-bouquets qui sont tous exceptionnels. Le premier, c'est un porte-bouquet fabriqué par le fameux orfèvre français Froment-Meurice. Et il était pour tenir à la main ou le mettre dans le corsage. Il est en vermeil fourni de perles. Tout collectionneur fait montre d'originalité. Pour la première fois, la Fondation de la Haute Horlogerie s'invite à la table du salon. Les hommes, c'est le seul bijou qu'ils peuvent se permettre. La Fondation de la Haute Horlogerie, en plus de ça, a un savoir-faire extraordinaire. Ils ont non seulement toutes ces marques, mais ils ont aussi un musée donc historique, avec des montres historiques. Et ils ont aussi des ateliers de
de réparation. Et donc ça va dans cet esprit de la collection et du savoir-faire qui est une chose auquel je tiens beaucoup. Ceux qui quêtent l'antique tic-tac chic s'attaquent à des collections éclectiques. Les gens qui sont collectionneurs amateurs d'antiquités ou amateurs d'antiquaires en général et qui glanent un peu tous les dimanches et qui sont présents aujourd'hui au salon du collectionneur sont des gens qui sont toujours très intéressés par d'abord les pièces rares, les grandes marques, les grandes signatures. Et il est évident que des marques comme Van Cleef, comme Vacheron, Constantin, comme Lange ou Cartier s'y retrouvent dans un écrin, surtout dans un si bel écrin qu'est le Grand Palais, bien entendu. Au cœur des 3800 mètres de salon, les maîtres de l'horlogerie rient et tombent le masque. Malheureusement, c'est la dernière série des 4 masques. Les derniers, je dis malheureusement, parce que tout a une fin. Donc c'est la 3e série avec un masque superbe, Fang du Gabon, qui nécessite un travail de précision quant au guillochage de la pièce. Enfin, c'est un très grand plaisir que vous pouvez admirer ici. Entre tradition et modernité, les montres aiguillent les collectionneurs sur le chemin de l'éternité. Ils sont touchés par... Peut-être parce que représentent ces marques, la symbolique que représentent ces masques, ils sont touchés aussi, je pense, par le travail extraordinaire d'émaillage ou de gravure qui a été réalisé pour la réalisation de celle-ci. Et ils savent très bien que, connaissant la manufacture Vacheron Constantin, ces 25/7 ne pourront que prendre de la valeur dans les années futures. J'espère qu'elles sont portées quand même. Beaucoup de gens doivent hésiter, tellement tout paraît si sensible et si délicat dans la réalisation. Beaucoup de gens doivent hésiter à les porter, mais il faudrait les porter. Il faut qu'on les voie. Il faut que les gens puissent en profiter et en faire profiter autour d'eux surtout. Faut qu'on les voie, on ne saurait mieux dire. En effet, le salon est presque un sans faute. J'aurais aimé qu'il y ait plus de diversité, que ça soit plus encore un salon de spécialité que ça ne l'est. À l'instar de ceux qui ont goûté à la beauté, à l'instar des amateurs de saveurs rares, nous sommes envoûtés par la voûte du Grand Palais. Retour en force du cabinet de curiosités. On le croyait mort, enterré, voué aux oubliettes de l'histoire. C'était sans compter sur des collectionneurs obsédés par l'objet unique, surréaliste et fascinant. À la fois contenu et objet, le cabinet de curiosités ne convient qu'à de fortes personnalités. La rareté, ça excite les décorateurs. C'est la curiosité qui les pousse vers ces reliques, ces chasses et ces os. Apparus à la Renaissance, les cabinets de curiosité exposent la rareté faite objet. Cette chose, ça s'appelle un radiomètre. Ça a été inventé il y a un peu plus d'un siècle par un Anglais, Sir William Crookes, qui voulait, au départ, c'est une expérience scientifique, qui voulait prouver que la lumière était une énergie, indépendamment du froid ou de la chaleur. Donc il a fait dans un vide d'air 4 petites ailettes. Chaque ailette est composée d'une face argentée et d'une face noire. Une face absorbe les photons, qui est la particule d'énergie contenue dans la lumière, et une face les repousse. Comme on est en vide d'air, ça suffit à créer un mouvement. Les cabinets de curiosité se sont développés en même temps que les sciences, les grandes découvertes et les expositions vers le Nouveau Monde. Les cabinets de curiosité, c'était l'ancêtre du musée. C'était donc les premiers musées privés à l'époque où il n'y avait pas encore de musée ouvert au public. Et c'était à la fois une curiosité des gens qui avaient ces cabinets, beaucoup de princes, beaucoup de têtes couronnées, et ensuite d'industriels. Donc il y a eu à la fois cette collectionnite qui voulait un petit peu impressionner le visiteur, et en même temps, parfois, une volonté d'être extrêmement exhaustive dans un type animal, par exemple, ou végétal, ou minéral. Et les cabinets de curiosité ont souvent mêlé d'ailleurs d'être un petit peu à la limite. Il y a à la fois le côté esthétique, mais il y a très souvent eu qui primait la curiosité et la rareté. Aujourd'hui, les décorateurs utilisent cette exubérance à leur compte. C'est vrai qu'on ne se positionne pas comme un pur cabinet de curiosité historique, on ne cherche pas à refaire ce qui a existé, mais à s'inscrire dans ce mouvement-là pour essayer de recréer des objets qui auraient pu exister. La science-fiction du XVIIIe siècle, en fait. Et alors, des machines comme celle-ci, a un côté un peu Léonard de Vinci, des engrenages, et en fait, le but de cette machine, c'est de découvrir
un nautile, donc un coquillage des Philippines, ici le Nautilus qu'on voit entier, et avec ce mécanisme en laiton, qui a un petit peu une tête de Léonard de Vinci quelque part, ou de Eiffel, on découvre l'intérieur du coquillage, et ainsi de voir comment il était fait, et notamment de pouvoir calculer son âge, puisque chaque cloison ici correspond à une phase de lune, à peu près 28 jours. Des machines de Géo trouvent tout pour avoir réponse à tout. L'intérêt de cette présentation, c'est que l'on peut à la fois voir et sentir ce météorite, que ce métal a fondu dans l'atmosphère en la pénétrant. C'est un métal qui a été très échauffé et aujourd'hui, ça continue à voler encore. Avec le développement des institutions, des laboratoires et des collections privées, les cabinets ont évolué. Le contexte aujourd'hui en 2009 fait que déjà tout ce qui est corail, animal en taxidermie, des perroquets, des tas d'oiseaux reste toujours aussi extraordinaire, mais avec un souci de protection de la nature. Aujourd'hui, beaucoup de pièces que l'on vend sont régentées par la Convention de Washington. C'est-à-dire que les coraux que l'on vend ont été autorisés à la mise en vente par un gouvernement. Les animaux que l'on vend, puisqu'on a fait des montages de squelettes de girafes sur un petit socle façon Eiffel, des choses comme ça, ce sont tous des animaux qui viennent aujourd'hui des parcs d'attractions européens, des zoos et des élevages pour les nouveaux animaux de compagnie. L'essentiel de notre travail est d'avoir un excellent réseau de relations, d'amateurs éclairés un peu partout en Europe, et donc d'être prévenu très rapidement qu'un boa vient de décéder au fin fond de l'Italie, et on se débrouille pour aller le chercher assez vite. Un squelette de serpent, c'est extraordinaire, on dirait une dentelle. Donc ça nous permet de les présenter soit dans des grands globes, soit sur des socles industriels, puisque aujourd'hui on remixe un petit peu ça avec les tendances de déco du moment. Un serpent à sonnette chez soi, ce n'est pas une sornette, et mettre la curiosité sous verre, c'est une autre façon de s'éclater en boîte. Du rêve encore avec une balade exclusive dans Paris. Il existe des rues ou des passages protégés des regards, des villas noyées dans la verdure. On pourrait croire que ce luxe n'est réservé qu'à quelques privilégiés, que ce silence d'or vaut une petite fortune. Eh bien, pas seulement, et vous allez être surpris. Paris secret, Paris muet. À défaut du repos éternel, voici un guide sur le Paris calme, un fol espoir pour ceux qui vivent entassés dans le bruit et les mauvaises odeurs. Paris au calme présente essentiellement des lieux en extérieur, donc des jardins de musées ou des jardins publics, ce sont des petits... donc il y a aussi des cimetières, bon, ça c'est plus inattendu, il y a des jardins d'hôpitaux, des endroits où, je sais pas, où on peut vraiment se ressourcer. Par exemple, la campagne à Paris, quartier du 20e arrondissement. Le silence, enfin un luxe qui ne fait pas de bruit, à condition d'être curieux. J'aime beaucoup comme ça, dès que j'entrevois une porte cochère qui est ouverte, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que parfois, notamment en effet dans le Marais ou dans le 11e arrondissement, on découvre tout d'un coup des espaces immenses, parfois verdoyants. Et voilà, c'est les surprises parisiennes, quoi. Le cimetière de Montmartre, la butte aux Cailles dans le 13e arrondissement, les passages couverts, la Cité des Fleurs dans le 17e, ce sont nos rues de la paix. Par exemple, il y a une photo d'une personne qui est suspendue dans un hamac près des îles du bois de Vincennes. Ça résume tout le livre, quoi. On se dit, c'est pas possible, c'est pas croyable. Et si, voilà. Et c'est vrai que les grandes villes comme ça, ce sont des agressions permanentes. On est agressé en permanence, même quand on est chez soi. Et le fait de pouvoir trouver des espèces de petits îlots, enfin c'est une image galvaudée, mais ce sont vraiment des îlots de verdure où tout d'un coup on est loin de la ville et en même temps au cœur de la ville. Je trouve ça passionnant. À côté de ces luxes inaccessibles, il y a le silence des riches, un silence qui vaut de l'or évidemment. Hôtels particuliers, communautés protégées, villas privées sévèrement gardées du 16e arrondissement au 14e en passant par le 7e, le jardin et ses silences sont l'apanage de certains aéropages. Le jardin, pour moi, d'abord, c'est l'impression d'être
toujours à la campagne, il y a des arbres devant. Alors quand je me lève le matin, je vois les arbres, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et j'imagine que je suis dans une forêt, perdue dans une forêt. Alors évidemment, c'est illusoire parce que mon jardin est très petit, mais c'est une impression merveilleuse. Une campagne au gazon bien tondu où l'art, la nature et l'artifice sont confondus. Le silence non seulement est un luxe, mais le silence dans l'espace et dans l'environnement de cet espace, je dirais c'est un super luxe. Bah oui, parce que c'est le repos, c'est la joie, c'est de s'entendre entre nous, c'est de profiter des sons, de la musique qu'on peut avoir dans la maison ou du sommeil réparateur dont on a tellement besoin. Les chats trouvent ça extraordinairement confortable. Le silence complet n'existe pas d'abord. Dans la nature, le silence complet n'existe pas. Et oui, c'est tout d'un coup d'avoir une abeille qui traverse le petit espace. Oui, ça emmène plus loin, ça donne des idées. Oui, c'est absolument idéal. Idéal. Le silence, c'est plus que du luxe dans l'espace. Et la chance qu'on a ici, c'est non seulement de ne pas avoir de bruit, alors qu'on est en plein centre de Paris, mais en plus d'avoir de l'espace et de la lumière. Le silence complet est tout à fait angoissant. Donc il n'y a jamais de silence ici, vraiment. Il y a une espèce de ronronnement lointain qui est le bruit de la ville. Mais là, quand il y a du vent, j'entends le bruit des feuilles et j'entends même les mouches voler. C'est pas mal à Paris. On est à la campagne à Paris. Le silence est un plaisir solitaire, c'est de l'onirisme pur. On est seul dans le jardin sans que personne puisse voir ce qui se passe. Donc, c'est le summum de la liberté. Le silence, c'est chouette. Ceux pour qui le gazon est maudit peuvent toujours prendre d'assaut les parcs publics. Le calme à Paris apparaît là où on s'y attend le moins. Pour les névrosés, les fatigués, les stressés, les dépités, il existe des endroits comme celui-ci. Des capsules d'isolation sont à disposition. Des caissons pour éviter de se faire sauter le caisson ou de péter les plombs, à condition de ne pas être claustrophobe, évidemment. C'est la fin de notre visite chez les amoureux de l'extraordinaire. Nous vous retrouverons, je l'espère, la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En attendant, je vous confie notre coup de cœur, puisque le luxe est une affaire de cœur. Au revoir. Les collectionneurs d'instants gourmands, les amateurs de curiosité, d'élégance et de silence ont trouvé leur auberge du bonheur. Au cœur du bois de Boulogne, ce pavillon Napoléon III sert une cuisine traditionnelle qui suit les saisons. Et selon le temps, on peut déjeuner un coup dehors, un coup dedans.